C'est bon, tout marche. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous laisse. Merci. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis navrée du petit retard qu'on a eu au démarrage. Une petite mise à jour qui a causé quelques ajustements techniques à faire. Merci à vous d'avoir été patients. Bienvenue sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières et sur cette nouvelle session de la conférence de Bibliothèques sans frontières. Aujourd'hui, je suis avec Romain Enriquez, professeur de lettres, qui va nous parler de littérature et de confinement, et plus spécifiquement d'Huymans et de l'art du confinement. Bonjour Romain, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci Mui Cheng. Écoutez, je suis très heureux d'intervenir dans le cadre donc de Bibliothèques sans frontières pour vous parler aujourd'hui d'un écrivain, Huysmans, qui a anticipé en quelque sorte sur l'art du confinement, du moins dans ses écrits et dans deux de ses romans notamment. Donc, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui. Nous allons lancer dans la conférence sans plus tarder. Simplement, un petit message pour toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en direct dans les commentaires du live. Mon chat est particulièrement enthousiaste, désolé du bruit. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires du live et vous retrouverez évidemment cette vidéo ainsi que les références qui seront citées par Romain et notamment ces deux romans d'Huysmans dans les commentaires du live, mais aussi sur notre site internet Bibliothèques sans frontières. La version française, internationale, bibliosansfrontières.org, comme le site belge bibliosansfrontières.be. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Vous retrouvez également ce live sur la page Facebook de notre partenaire, hashtag Ensemble à la maison. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Romain, qui est professeur de lettres et qui va donc nous parler de l'art du confinement en littérature. C'est à toi, Romain. Je te laisse la parole. Merci. Quelques mots tout d'abord pour présenter Huysmans, qui n'est peut-être pas l'écrivain le plus connu de la littérature française. Il est né à Paris en 1848 et il fait des études au lycée Saint-Louis. Et il va avoir professionnellement une carrière très, longiligne, puisqu'il entre au ministère de l'Intérieur et des Cultes à l'âge de 18 ans et qu'il y restera jusqu'à sa retraite en 1898. Il entre à 18 ans et il fait la rencontre d'une jeune femme dont on sera amené à reparler, qui s'appelle Anna Meunier et qui deviendra sa maîtresse. Le premier texte que va faire Huysmans, j'en reparlerai pas spécialement, c'est un recueil de courts textes en prose qu'il publie en 1874 et qui sont influencés par Baudelaire. Alors, ce qui peut nous intéresser, c'est que ce recueil, dont le nom est Le Drageoir aux épices, est celui où il va prendre le nom de Joris Karl Huysmans, alors un nom assez énigmatique peut-être, qui est en fait tout simplement la traduction de Charles-Marie Georges en néerlandais, puisque Huysmans est un nom néerlandais. Alors, ce pseudonyme, donc, mi-pseudonyme, puisque au fond c'est aussi son nom réel, renvoie à une origine néerlandaise qui lui vient de son père, Godfried Huysmans, mais de façon plus lointaine, Huysmans se pique d'être descendant d'une lignée d'artistes flamands. Et il y a notamment eu un certain Cornelis Huysmans qui a été peintre au XVIIe siècle à Anvers. Alors, les premiers récits de Huysmans sont très réalistes et même, on pourrait dire, très naturalistes. Il s'intéresse donc aux couches, à toutes les couches sociales de la société, mais notamment les couches populaires. Son premier roman s'intitule Marthe, histoire d'une fille, et une fille au XIXe siècle, c'est une prostituée. Il fait la connaissance de Zola assez tôt, en 1878, et il admire son œuvre. Il va ainsi défendre l'Assommoir au moment où ce roman de Zola fait scandale. Et il va participer à ce qu'on appelait à l'époque le groupe des Cinq, alors qu'on appelle parfois le groupe de Médan, parce que ce sont une série d'écrivains qui se rassemblaient autour de Zola, et Zola avait une maison à Médan. Donc on a appelé ces écrivains le groupe de Médan. Alors tous les noms ne sont pas restés ne sont pas passés à la postérité, mais on compte quand même Maupassant parmi ces écrivains, et donc Huysmans se joint dans ce petit groupe autour de 1877-1880. Et pourtant une rupture se profile
avec Zola et qui va être définitive en 1880. Et c'est là que ça va commencer à nous intéresser. Alors, c'est une rupture esthétique, littéraire, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Simplement, il se trouve que une des choses qui coïncide avec cette coupure et qui va l'amener à écrire autre chose, c'est que Huysmans est atteint de neurasthénie et qui va faire un séjour dans une maison de santé à Fontenay-aux-Roses au début des années 1880. Et alors, il va mettre à profit cette expérience, alors qui est une cure thérapeutique provisoire, pour écrire À rebours, qui est le premier roman dont je parlerai. Donc, je parlerai de 2 romans, et donc inspiré par son séjour. Alors, c'est inspiré de façon assez vague, puisque le roman est centré sur un personnage aristocrate, un esthète décadent, alors qui n'a pas du tout le même nom que Huysmans. Il s'appelle Jean Floressa des Esseintes, et Huysmans a beaucoup réfléchi, il a essayé plusieurs noms, mais finalement il a retenu celui de des Esseintes. Ce personnage donc a le culte de l'art, c'est un esthète, et ses seules aventures, je vais en reparler, consistent à aménager et parcourir sa maison qui se trouve à Fontenay-aux-Roses, donc à l'endroit même où Huysmans avait fait sa cure. Et alors, à la sortie de ce roman dont je vais parler, Zola comprend très vite que Huysmans a trouvé sa propre voie et que, à l'image de ce héros solitaire qui est reclus dans cette maison, eh bien Huysmans fait aussi son chemin en solitaire. Et le roman suivant va en apporter confirmation. Le roman suivant s'appelle En rade, et je vais en parler également. Il paraît en 1887, donc 3 ans après À rebours. Alors il s'inspire assez librement, là encore, de sa liaison avec Anna Meunier, donc la jeune couturière qu'il avait rencontrée dans sa jeunesse. Et donc ce roman sera salué par les surréalistes, donc ce qui montre que cette fois-ci il s'est bien écarté du réalisme. Et donc de ces 2 romans que je voudrais vous parler aujourd'hui, À rebours, paru en 1884, En rade, paru en 1887. Ces 2 romans ayant la particularité de présenter des personnages en confinement. Donc une situation qui devrait tous nous parler, quels que soient nos modes de confinement. Et je proposerai dans le plan que je vais suivre une confrontation entre ces 2 romans dans un plan qui va que je vais vous annoncer et qui va suivre lui-même les étapes et les modalités d'un confinement. Premièrement, je m'intéresserai à ce que j'appelle le projet de confinement. Comment et pourquoi se confiner? Deuxièmement, je m'intéresserai à ce que j'appelle aménager l'espace et aménager le temps. Troisièmement, je m'intéresserai à sortir sans sortir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se déconfine, pour utiliser un mot qu'on entend assez fréquemment aujourd'hui. Alors, premièrement, comment et pourquoi se confiner? Alors, je vais, comme l'a dit Michel, je vais utiliser un petit texte et je vous montrerai donc au fur et à mesure les étapes de ce texte. Alors, tout d'abord, juste avant de commencer là-dessus, quelques précisions donc sur le roman de Huysmans. Alors, le premier titre qui avait été envisagé, c'était Seul. Premier titre donc envisagé pour À rebours. Et il a finalement choisi À rebours, qui effectivement lui a sans doute paru plus original et qui rendait mieux le processus précisément de confinement. Alors, dans ce livre À rebours, Huysmans va donc avoir un personnage qui est reclus dans cette maison de Fontenay et qui va en fait se situer dans un espace intérieur, c'est-à-dire qu'il va traverser le labyrinthe de son esprit et découvrir le sens de ses désirs et de ses fantasmes. Alors, pour Huysmans, la liberté donc ne consiste pas, et c'est ça qui va nous intéresser pour le confinement, ne consiste pas forcément à sortir, mais plutôt à rentrer en lui-même. Et c'est l'image de cette maison dans laquelle dont il ne va désormais plus sortir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus tard, Huysmans expliquera que pour lui, cet ouvrage lui a permis de s'aérer. Donc, c'est intéressant que lui, la manière de s'aérer, ça a été précisément par le confinement qu'il a trouvé un autre espace en fait de liberté intérieure.
par cette réclusion extérieure. Et le personnage va s'intéresser à, pas forcément à contester la réalité, mais à créer sa propre réalité. Une réalité donc calquée sur ses désirs et ses fantasmes intérieurs. Alors, Huysmans salue le philosophe allemand Schopenhauer, qui avait cette formule célèbre, « Le monde est ma représentation ». Et d'une certaine manière, cette maison correspond à la représentation du monde, est une représentation du monde du personnage de Huysmans. La vérité profonde donc est intérieure et le lecteur sera confiné avec le personnage dans ce roman à huis clos. Et je vais très rapidement donc commenter 2 ou 3 passages du texte. Alors, je vais pour cela partager mon écran et normalement vous allez me voir, mais vous allez également voir le texte à côté. Alors, j'ai souligné les passages qui m'intéressaient en particulier. Et je prends ici ce que j'ai appelé la notice d'à rebours, enfin c'est le titre original, mais c'est une sorte de préface au livre. Et on explique donc le projet du personnage principal, des Esseintes. Je lis simplement les passages soulignés que je commenterai brièvement. Les médecins consultés donc l'effrayèrent. Ce personnage est effectivement atteint de maladie, comme Huysmans. Il était temps d'enrayer cette vie, de renoncer à ses manœuvres qui alitaient ses forces. Alors, comment il va faire? Ses idées de se blottir loin du monde qui précédait sa maladie, de se calfeutrer dans une retraite, d'assourdir, ainsi que pour ces malades dont on couvre la rue de paille, le vacarme roulant de l'inflexible vie, se renforcèrent. Donc se blottir loin du monde. Alors par chance, ce personnage est riche, il vend donc le château où il habitait, le château de Lourdes, et j'arrive à un autre passage souligné, il fouilla les environs de la capitale, et découvrit une bicoque à vendre en haut de Fontenay-aux-Roses dans un endroit écarté sans voisin près du fort. Son rêve était exaucé. Donc voilà comment ce personnage va se retrancher. Je passe maintenant à Enrad. Alors pour Enrad c'est un petit peu différent parce que cette fois-ci le personnage, ce n'est plus un seul personnage, mais ce sont 2 personnages, c'est un couple qui va se confiner. Alors, ce couple, ce sont Jacques et Louise Marle, qui est un couple de Parisiens et qui va aller dans la ville de Provins. Alors, Huysmans a probablement choisi ce nom parce que on peut le prononcer province, donc ils sont en quelque sorte en province profonde. En villégiature, si on veut, à la campagne, comme les Parisiens qui se sont exilés. Et ce couple donc, alors en fait, le mari est endetté et donc c'est pour fuir les créanciers qu'il part avec sa femme chez ses beaux-parents, donc les parents de sa femme, qui disposent d'un sorte de petit manoir dans la campagne à Provins. Donc c'est un exil forcé pour échapper aux créanciers. Alors, ce séjour, c'est une rade. Alors, c'est une rade donc qui n'a rien de maritime. Il faut plutôt la comprendre comme un refuge. Et je rappelle que la définition géographique de la rade, c'est un endroit dans le littoral où la ligne de la côte s'incurve pour retenir et isoler une portion de l'océan. Donc c'est une sorte de confinement de l'océan, si on veut, qu'on trouve normalement dans une rade. Alors, la rade, ce n'est pas comme un port. Elle ne met pas un terme à quelque chose. Le bateau ne peut pas y mouiller. C'est un endroit temporaire où on peut trouver donc où on n'a pas de compte à rendre. C'est une sorte d'état de vacances, mais qui peut avoir un sens péjoratif en français puisque ça peut signifier aussi, quand vous êtes en rade, que vous êtes en panne. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire une halte forcée avant de vous remettre en route. Et c'est exactement le sens qu'on va avoir dans ce roman. D'ailleurs, Huysmans s'écrira plus tard en route. Alors, je partage à nouveau mon écran pour vous expliquer comment se passe donc ce projet de confinement pour le couple de Jacques et de Louise. Là encore, je cite, donc je suis dans le chapitre 1. Alors, sa femme est malade. Cette fois-ci, c'est pas le personnage principal, c'est Louise qui est malade et qui est réfugiée chez son oncle, régisseur du château. Que j'ai appelé les beaux-parents, en fait, c'est l'oncle de Louise. C'était là le seul refuge sur lequel lui et sa femme puissent maintenant compter. Abandonnés par tout le monde dès la débâcle, ils pensèrent à chercher un abri, une rade, où ils pourraient jeter l'ancre. La santé de sa femme égarée et la médecine depuis des ans, je passe très vite, la maladie semblait spirituelle, les événements l'avançant ou la retenant selon qu'ils étaient déplorables ou propices. Et donc, ce séjour de confinement
doit peut-être permettre une halte et pourquoi pas un répit dans la maladie et dans la crise que traverse aussi le couple de Jacques et de Louise, qui évidemment s'aigrit au fur et à mesure donc de la maladie de Louise. Donc on voit que dans les deux romans, les personnages attendent quelque chose d'assez différent. Dans Un rebours, le personnage espère un répit dans sa maladie, mais dans En rade, les deux personnages fuient les créanciers, mais le fait qu'il y ait aussi la maladie de la femme fait que ce confinement conjugal est censé aussi être propice à un retour à la santé. Dans une deuxième partie, je m'intéresserai à la manière dont les personnages aménagent l'espace et le temps. Effectivement, quand on est en confinement, et je crois que tout le monde l'aura remarqué ici, il y a deux choses. Il faut aménager l'espace, c'est-à-dire la maison où vous vivez, l'appartement peut-être, le jardin éventuellement, mais il faut aussi aménager le temps, qui s'aménage comme un espace, dans lequel on est aussi confiné. Et il faut trouver un rythme aussi bien de vie dans l'espace qu'un rythme de vie dans le temps. Alors, très rapidement, que fait le personnage d'À rebours? Alors, il va trouver beaucoup de choses, je vous dis très vite en résumé. Il aménage sa bibliothèque, il aménage un certain nombre d'objets, il va se faire un petit musée de tableaux chez lui, il va cultiver ses fleurs, il va s'installer des livres, des peintures, toute une chose qui l'aide à tenir le confinement. Et alors moi, je vous ai choisi un passage en particulier pour vous expliquer comment est-ce qu'il conçoit son emploi du temps. Alors, de nouveau, je vais donc avoir recours à mon partage d'écran, que j'avais de toute façon pas quitté. Chapitre 2. Donc, comment fait Thésée Sainte pour aménager son espace? Alors, premièrement, il va demander à ses serviteurs, c'est ma citation soulignée, d'observer le silence. Il a pris des domestiques, mais il ne va avoir aucun échange avec eux, de manière à être dans le confinement le plus parfait possible. Les domestiques suivent un rigide silence de moines claustrés, sans communication avec le dehors, dans des pièces aux fenêtres et aux portes closes. Donc à l'intérieur même de la maison, on se reconfine. C'est comme si vous viviez que dans une seule salle. Il demande même, il surenchérit en demandant à l'une des domestiques d'avoir une coiffe, comme dans les femmes du béguinage, alors on se souvient que Huysmans est d'origine néerlandaise, de manière à ce que ça lui donne la sensation d'un cloître en la voyant passer. Donc il se fait tout un petit théâtre mental, ou peut-être un petit cinéma mental. Emploi du temps, les repas sont fixés une fois pour toutes, à des heures fixes, donc un rythme de vie qui s'opère. Pour l'aménagement du lieu, alors l'aménagement est assez drôle, il s'est fait construire dans la salle à manger, je cite ici, cette salle à manger ressemblait à la cabine d'un navire. Donc il s'est fait construire une sorte de petit navire, dans lequel il peut avoir l'illusion d'une vie maritime, et donc de voyager tout en restant chez lui. Je fais un petit peu vite, il se figure donc être dans l'entrepôt d'un brick. Il se procure ainsi, en ne bougeant point, les sensations rapides, presque instantanées d'un voyage au long cours, et ce plaisir du déplacement qui n'existe en somme que par le souvenir et presque jamais dans le présent. En quelque sorte, ce personnage est l'inventeur du cinéma. Il s'est inventé une sorte de petit cinéma dynamique avec un bateau dans sa salle à manger où il peut avoir l'illusion d'être en mer. Je cite, « Le tout est de savoir s'y prendre, de savoir concentrer son esprit sur un seul point, de savoir s'abstraire suffisamment pour amener l'hallucination et pouvoir substituer le rêve de la réalité à la réalité même. » Alors, tout le secret du confinement est là, je vous le dis. C'est une sorte de méditation qui lui permet de créer une autre réalité. Son rêve devient la réalité. C'est ça la solution pour ne pas vivre le confinement comme une prison, mais comme quelque chose qui ouvre à un nouvel espace. Comment est-ce que ça marche pour En rade? Alors, je passe encore assez vite. Dans En rade, c'est au chapitre 6. Alors, le personnage Jacques se livre à une sélection de bibelots et de livres. Alors, ça fonctionne un petit peu comme dans Un rebours. Son affection sur des bibliothèques et sur des pièces se concentrait en se reportant sur les rares objets qu'il s'apprêtait à conserver. Autrement dit, il en profite pour faire un tri des objets auxquels il tient vraiment. Donc, il va se reconstruire un espace, une sorte de quintessence de son propre espace par le confinement. Lui, il a organisé une salle à manger bibliothèque. Il réalise donc ce logis intime. Il lui sembla qu'il serait mieux calfeutré, plus chez soi, mieux à l'aise dans ses chambres de banlieue que dans son appartement de Paris aux vastes pièces. Donc c'est déjà un de ces Parisiens qui s'est confiné à la campagne. Il rêva de ne pas être où il était, souhaita d'en s'enfuir loin de Lourdes, à l'étranger, n'importe où, de laisser en panne, comme la rade, ses tracas et ses ennuis, d'oublier son existence, de faire âme nouvelle et peau neuve. Alors,
le problème, c'est que le couple confiné alors qui est confiné dans un vieux château en ruine, donc ils sont confinés dans l'espace, mais aussi dans le temps, puisqu'en un sens, ils sont hors du temps. La grande différence, donc, c'est que eux, ils sont deux dans Enrad. Alors, ce couple a des problèmes. Déjà à Paris, ils faisaient chambre à part, et maintenant qu'ils devaient être deux, ils vont errer chacun dans les châteaux. Alors, ça va pas très bien se passer, hein, je vous dis pas tout si vous voulez lire le livre, mais on peut pas dire que la maladie de Louise va forcément s'arranger, les personnages finalement ne se comprennent pas, et ce mal va s'exprimer chez le personnage féminin de Louise par une sorte d'hystérie, et chez Jacques par une série de rêves névrotiques. Alors, j'ai pas pu retenir ces passages, il fallait faire un choix, mais il va avoir une vie intérieure, lui, très forte là aussi, et un ensemble de chapitres dans le livre sera consacré uniquement à rapporter ses rêves. Et ils vont s'attacher à un seul personnage qui est un chat, qu'ils vont trouver dans le château, et qui va devenir l'être avec lequel ils vont vivre l'ensemble du confinement. Alors, je ne vous en dis pas trop parce que si vous envie de vous donner l'envie de lire donc le livre. Et je reviens donc j'arrête pour un petit moment le partage d'écran. Alors, la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est donc rapidement, on a vu comment ces personnages, dans quelles circonstances, selon quelles conditions ils étaient partis. On a ensuite vu comment ces personnages, donc, très rapidement, avaient choisi de s'aménager en espace intérieur et également comment est-ce qu'ils avaient occupé leur temps. Alors, il y a une dernière chose que je voulais évoquer, et ce sera l'objet de mon troisième point, c'est comment, et je pense que c'est une question qu'on se pose tous en ce moment, parce que nous aussi, finalement, on a pris une certaine habitude du confinement. Ce régime qui était censé être un régime d'exception est en train de devenir une norme, ou en tout cas un rythme de vie qui nous accompagne au quotidien. Et malgré tout, la question qui nous taraude, c'est comment est-ce qu'on sort du confinement et comment est-ce qu'on s'en sort. Alors, à ce moment-là, je vais, pour le coup, de nouveau, avoir recours à mon partage d'écran pour voir comment se terminent en quelque sorte les livres. Mais rassurez-vous, là encore, il y a beaucoup d'autres choses à chercher, donc je ne vous dis pas tout, même si je vais évidemment faire une petite incursion dans les chapitres finaux des deux romans. En ce qui concerne À rebours, alors, le personnage le plus drôle, alors ce roman est très drôle, hein, je ne l'ai pas forcément signalé, mais il y a un aspect comique, même si on peut prendre au sérieux ce confinement, mais il y a aussi beaucoup d'humour sur la manière dont ce personnage a sa vie de vieux célibataire. Ce personnage, on va voir qu'il est en fait déçu, lui, de quitter le confinement. Il a beaucoup de mal parce qu'il s'est habitué finalement à ce rythme de vie, il s'est habitué à sa maison. Mais ce qu'il fait sortir, c'est que ce confinement ne l'a pas du tout guéri. Au contraire, il l'a encrouté et finalement, le médecin, à un moment, va lui conseiller de sortir de sa maison, de se déconfiner parce que sinon, sa mélancolie va se poursuivre. Alors, je vais directement à ce passage. Et donc le personnage est déçu et on l'écoute. Sa béatitude était finie, ce havre qui l'abritait, il fallait l'abandonner, rentrer en plein dans cette intempérie de bêtises qui l'avait autrefois battu. Effectivement, il est très déçu par le reste du monde. C'est pour fuir ce monde qu'il s'était confiné. Est-ce qu'il ne s'était pas mis lui-même au banc de la société? Est-ce qu'il connaissait un homme dont l'existence essayerait, telle que la sienne, de se reléguer dans la contemplation, de se détenir dans le rêve? Donc pour lui, c'était une détention volontaire qu'il avait choisi, qui lui plaisait. Et ça se termine ainsi dans mon extrait, pas dans le livre. Où, quand, dans quel monde devait-il sonder pour découvrir un esprit jumeau, un esprit détaché des lieux communs qui bénirait le silence comme un garage, comme un port. Donc pour lui, en réalité, ce confinement était son havre de paix, son rêve qui lui permettait en réalité d'échapper à la réalité. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans Enrad, c'est un petit peu différent. Le personnage, lui, il est plus partagé, il n'a pas très bien vécu le confinement, notamment ses problèmes avec Louise ne se sont pas tout à fait arrangés, et le personnage est plutôt partagé sur la sortie du confinement. Il s'est quelque peu embrouillé avec les beaux-parents qui ne supportaient pas, et donc il n'a pas spécialement envie de rentrer à Paris, mais il n'a pas spécialement envie non plus de poursuivre cette expérience de confinement. En sortir sans sortir. Alors pour lui, donc là je repasse à Enrad, tant qu'il avait relégué jusqu'à d'indécises époques son retour à Paris. Donc,
Il avait en somme terrassé le souci de savoir comment il allait vivre. Et oui, le confinement évite parfois aussi de se poser d'autres questions. En l'occurrence, pour lui, ce sont les soucis d'argent, hein, puisque je rappelle que ce personnage s'était endetté. Maintenant que le retour était certain, imminent, là, il perdait tout courage et n'essayait même plus de se tracer des plans. À quoi bon? Il pénétrait dans l'inconnu. Alors c'est intéressant parce que quand on revient, quand on se déconfine, on abandonne finalement cette exigence d'ordre et de rythme de vie extrêmement strict qu'on s'est trouvé. Rythme dans l'espace, rythme dans le temps. C'est un retour dans l'inconnu, dans une forme d'instabilité. Comme la solitude avait du bon. Ici du moins, à part ces paysans, donc il pense ici à ses beaux-parents avec lesquels donc la situation a été conflictuelle, à part ces paysans, il ne voyait personne. Et oui, il allait pour manger du pain, patauger avec les autres, dans les réunions baquets des foules. Alors là, je vous ai mis le passage où il essaie de se convaincre que le retour à Paris sera difficile, mais qu'il est malgré tout nécessaire parce que, alors non pas qu'il ait tout à fait réglé ses problèmes d'argent avec les créanciers, mais enfin il a réussi à régler quelques traites qui lui assurent de pouvoir se déconfiner. Alors évidemment, la situation était différente. Hein. Dans Un rebours, le personnage, c'est pour sa santé qu'il était confiné, c'est pour sa santé qu'il doit se déconfiner, c'est peut-être ce qui va nous arriver. Pour Enrad, c'est un peu différent puisque le confinement, il obéissait d'abord à un ordre quand même financier de choses. Quant à la maladie de Louise, eh bien, elle n'a pas évolué. Alors il faut souhaiter que ça ne nous arrive pas, mais pour le coup, le confinement n'aura pas été une vraie cure, n'aura pas permis de se guérir de la maladie, mais d'un autre côté, comme c'est une maladie toute spirituelle qui nous a été décrite, peut-être qu'il n'y a pas non plus lieu de s'en étonner. J'arrête mon partage d'écran et j'y reviens donc avec simplement quelques petits mots de conclusion pour terminer, après lesquels j'aurai le plaisir de répondre à des questions. Alors, dans les deux romans, ce qu'on constate, c'est que les personnages ont tenté d'habiter un espace intérieur, en réalité. Et c'est surtout celui-là qu'ils craignent de lâcher. C'est surtout celui-là qu'ils craignent de perdre au moment du déconfinement. Dans les deux cas, ils n'ont pas le choix. Il faudra se résoudre à abandonner la part de confort qu'il peut y avoir à avoir une vie réglée pour retourner à une vie normale. Alors, c'est aussi ce que racontera l'écrivain allemand Thomas Mann dans La Montagne magique un peu plus tard, qui raconte comment un personnage va faire un séjour dans un sanatorium, et bien qu'il ne soit pas si malade que ça, il va se faire aux conditions du sanatorium, et finalement il n'aura plus envie de partir parce qu'il y aura un certain confort à être dans cet espace clos, confiné. Et c'est un petit peu la même chose qu'il nous raconte ici. Alors, simplement 2 mots de conclusion pour ne pas vous lâcher simplement sur ces 2 romans. Le trajet de Huysmans ne s'arrêtera pas là. Il faut savoir que dans les romans qui suivent, donc de 1890 à 1905, Huysmans va nous retracer un autre personnage, mais qui est en fait un alter ego du héros de À rebours et du héros d'Enrad. Cet alter ego nouveau s'appelle Dradurtal. Et lui, il va peu à peu se décider à rejoindre le cloître. Alors, vous avez compris, rejoindre le cloître, c'est se confiner à nouveau. C'est une autre forme de confinement spirituel qui permet de retrouver donc ce confinement. Ce personnage, il fera d'abord de courts séjours, puis il prononcera des vœux de ce qu'on appelait l'oblat, c'est-à-dire c'est un laïc qui est attaché au service d'un monastère. C'est pas un vrai moine, si on veut, mais c'est un laïc qui mène la vie des moines. Mais il y faudra du temps parce que le personnage, finalement, mais c'est l'histoire des personnages de Huysmans, se sentira, il a à la fois de l'attirance et de la répugnance pour le mode de vie du confinement. C'est ce qui fait dire à un spécialiste de Huysmans qui s'appelle Jean Bory, et je vais citer ses dernières paroles pour finir, que le confinement, pour les personnages de Huysmans, c'est quelque chose dont l'existence rassure, je le cite, quelque chose dont l'existence rassure, mais dont on est heureux d'ajourner le plus longtemps possible l'épreuve. Autrement dit, il faut aussi savoir finir un confinement. Et je m'arrête ici. Merci énormément, Romain, pour cette belle incursion dans l'univers d'Huysmans. C'était l'occasion pour nous
questionner un peu notre rapport propre au confinement en passant par ces différents personnages qui finalement ont des grandes différences mais aussi de grandes similitudes. J'invite notre audience à ne surtout pas hésiter à poser vos questions à Romain. Profitons-en, c'est l'occasion de discuter des œuvres du Smans, mais aussi plus généralement des thèmes qui ont été abordés ici. Et d'ailleurs, nous avons une première question, Romain, de Bernard, qui te demande quel est le rapport à la nature de Huysmans. La nature n'est-elle pas le temps? Alors, c'est une question très intéressante parce que alors les personnages ne réagissent pas du tout de la même manière. Pour Des Esseintes, dans À rebours, Des Esseintes est parti en guerre contre la nature, contre tout ce qui est naturel. Et donc, il a décidé, ça fait partie en fait des choses que j'avais pas eu le temps d'évoquer dans le projet de confinement. L'enjeu pour lui philosophique, c'est de remplacer la nature par l'artifice. Et c'est pour ça qu'il est très content de pouvoir aménager sa maison, parce qu'il va avoir l'impression d'être un peu comme Dieu et de pouvoir recréer un monde purement artificiel. Et donc pour lui, c'est complètement valorisé. C'est ce qui va l'amener dans un épisode célèbre à construire, à prendre une tortue, donc naturelle, mais à incruster sa carapace de pierres précieuses qui sont artificielles. Et il va ainsi transformer le naturel en artifice. Et tout obéit à cet ordre. Et c'est notamment l'exemple de la salle à manger où j'ai montré qu'il construit un bateau, mais qui est artificiel. C'est ça qui l'intéresse. Pour Enrad, plus rapidement, la question est plus difficile à poser parce que le personnage va errer dans le château. Mais alors là, il a un grand regret, c'est que lui, il aimerait que le temps ancien réapparaisse. Donc la nature va effectivement l'inspirer, notamment pour avoir des rêves fantastiques. Alors il y a un élément qui va en particulier l'inspirer, dont j'ai pas pu parler, c'est que dans ses rêves, il rêve d'aller sur la Lune. Mais probablement parce que la Lune, alors c'est un autre élément naturel, mais c'est l'élément où il serait pour le coup dans le confinement le plus absolu possible, puisqu'au 19e siècle, on ne pense pas encore qu'on pourra atteindre la Lune. Merci beaucoup, Romain. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans les commentaires du live. Dis-moi, Romain, j'ai aussi une question par rapport à ce que tu disais sur Huysmans, où tu disais que ces ouvrages avaient été l'occasion pour lui de s'évader. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et si c'est une évasion plutôt au sens de Des Esseintes qui cherche à échapper à la réalité finalement, ou si c'est une évasion plutôt comme Jacques et Louise qui essaye de trouver une rade? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un petit peu des deux, effectivement. Alors, il dit ça d'abord de manière littéraire parce que quand il était avec Zola, il s'obligeait forcément. Alors, on sait comment pratiquer Zola. Il avait des carnets de notes et il notait scrupuleusement tout ce qu'il observait. Et donc, il était surtout jugé sur l'observation et la possibilité de retranscrire fidèlement la réalité. Et donc, c'est la première chose sans doute que ne voulait plus faire Huysmans. Il voulait plus se sentir asservi par l'obligation d'être en quelque sorte photographique et qu'on juge en se disant est-ce que vraiment il a bien montré le milieu. Là, précisément, ce critère-là n'existe plus. Du coup, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a dit aérer. Alors, lui, il a trouvé une autre explication, c'est que plus tard, il s'est converti à la religion. Alors, du coup, là, ça vaut un peu ce que ça vaut parce que plus tard, il fallait bien qu'il justifie d'avoir fait ce livre qui n'est pas tout à fait religieux. Mais il explique que quand il a conçu ce livre, c'était de manière complètement inconsciente. Que selon lui, ça l'a amené, sans s'en douter, à se convertir aussi, pas seulement à se convertir du naturalisme à autre chose, mais à se convertir dans une forme de spiritualité. Et là, ça répond un peu à la deuxième possibilité que tu donnais, effectivement, de trouver une spiritualité plus forte. Alors, qui était sans doute pas de nature religieuse à ce moment-là, parce que Huysmans ne le savait pas, mais plus tard, c'est ainsi aussi qu'il reconstruira un petit peu, qu'il essaiera de donner une logique et qu'il expliquera aussi que ça l'a aéré. Voilà, quitter en quelque sorte l'ici-bas pour avoir des interrogations de nature plus spirituelle. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Continuez à poser vos questions, on les relaiera à Romain. On a largement le temps d'explorer encore ces deux romans et d'autres. Dis-moi, Romain, j'aimerais bien revenir sur le personnage de Jacques qui essaye de voyager depuis chez lui, comme tu le disais. Et je trouve que j'ai l'impression qu'il y a un petit paradoxe dans le fait qu'il essaye à la fois de se recréer un cinéma et peut-être d'être dans une espèce de maîtrise de ce voyage, de ce qu'il voit, plutôt que de le subir. Et en même temps, il fait ça pour atteindre des hallucinations et donc finalement perdre cette maîtrise. Comment est-ce que tu le lis, toi?
Oui, tout à fait. Alors, c'est un personnage qui est plein de contradictions, mais c'est une des grandes forces comiques du livre, justement, c'est que ce personnage est tout le temps traversé de contradictions, dont il n'a pas conscience lui-même, mais dont le lecteur, évidemment, s'aperçoit. Cette contradiction, elle est un peu partout. C'est vrai que là, c'est l'exemple notamment de ce bateau. En réalité, le personnage a quand même il a quand même un peu de mal à sortir du confinement. Ses hallucinations lui permettent en réalité d'en sortir d'une certaine manière, en allant vers des chemins qu'il n'aurait pas sans doute forcément fait. Alors à un moment, il va essayer de partir de chez lui quand même, j'en ai pas parlé, pour aller en Angleterre. Mais il se rend compte, en fait, arrivé dans un café, qu'il a plus du tout envie d'y aller. Il a lu le guide de l'Angleterre, ça lui a suffi, et donc il va rentrer chez lui. Mais enfin, il a quand même eu besoin de ça pour effectivement avoir l'impression de changer. Et pour les hallucinations, c'est pareil. C'est vrai que là, un moment où il ne se maîtrise pas forcément. Alors, il a des hallucinations de tout type, des hallucinations parce que, à force de contempler ces tableaux, il s'imagine que les tableaux, en quelque sorte, s'animent et qu'il vit la vie de ces tableaux-là. Il a des hallucinations érotiques aussi, qui lui rappellent qu'il aurait besoin peut-être des êtres humains qu'il a voulu fuir. Mais effectivement, ça fait partie de ce qui rend un peu complexe ce personnage et qui fait que comme l'avait dit un des critiques en lisant à rebours, critique littéraire avait dit on a toujours l'impression que l'auteur se fiche de nous avec son personnage. Effectivement, c'est des romans qui sont finalement assez humoristiques et on retrouve plein de points d'humour, y compris dans les contradictions internes des personnages. Et j'ai l'impression que Huysmans, c'est aussi un personnage qui infuse parfois une vision un peu cynique de son monde. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors c'est pareil, on ne sait jamais trop dans quelle mesure il faut aller dans son sens, mais alors sans doute il est marqué quand même par la lecture de Schopenhauer à cette époque, qui lui-même est bon un philosophe misanthrope, cynique. L'image que tout le monde avait de Schopenhauer, c'était de quelqu'un qui avait décidé lui de vivre reclus uniquement avec son chien. Donc il avait un grand amour pour son chien, mais hors de son chien, point de salut, il avait décidé de ne plus voir les hommes et de ne surtout plus voir les femmes, puisqu'il était à la fois misanthrope et misogyne. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi ces traits de caractère dans le héros d'À rebours, même si, encore une fois, il y a beaucoup de distance et il faut pas penser que l'auteur fusionne complètement avec son personnage. Au contraire, il a toujours du surplomb. Super. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires du live. Je suis fidèlement les commentaires pour pouvoir les relayer à Romain. Beaucoup d'enthousiasme, de gens qui se réjouissent de découvrir les romans d'Huysmans pendant ce confinement. Dis-moi, Romain, peut-être une autre question. Alors, tu parles à la fin du déconfinement et du retour, enfin de la peur du retour vers peut-être un monde un peu plus chaotique. Et tu fais d'ailleurs le parallèle avec la montagne magique de Thomas Mann où finalement il sort de ce sanatorium, il arrive en pleine Première Guerre mondiale, donc c'est le chaos total. Encore une fois, comment est-ce que tu penses que les personnages se sont préparés tout le long du confinement à cette sortie et à cette vie peut-être un peu plus chaotique, ou au contraire est-ce qu'ils se sont non préparés à ce déconfinement? Alors, dans Un rebours, je pense qu'il n'y a pas de préparation parce qu'en fait, ce que construit le personnage, c'est au fond une sorte d'utopie. Alors, une utopie purement individuelle, contrairement aux grandes utopies qui étaient souvent des systèmes politiques où on essayait d'améliorer les choses du point de vue social. Lui, c'était une utopie individuelle. Et donc, pour lui, ça représente quand même un échec. Et donc, il va falloir trouver autre chose parce qu'il n'a pas le choix. Pour Jacques et Louise, ça se présente un peu différemment, mais notamment parce que c'est quand même un couple de personnages principaux. Et donc, ce qui était en jeu, c'est peut-être de tester aussi leur relation. Et en fait, cette relation finalement ne fonctionnera pas davantage au moment du confinement. Mais les deux personnages sont beaucoup plus préparés. Alors, c'est cette situation de Parisiens qui fuient quelques semaines, mais qui savent qu'ils vont devoir retourner, peut-être nous parle plus. C'est un petit peu plus proche de notre réalité. Mais du coup, les deux personnages savent fort bien qu'ils ne pourront pas rester trop longtemps, surtout que eux, ils sont pas vraiment chez eux. Ils sont chez les beaux-parents qui leur ont donné une petite aile du château, mais malgré tout, ils vivent quand même en hôte. Et donc, pour eux, effectivement, ils se préparent. Alors, leur seul, le déchirement pour eux, c'est d'abandonner ce fameux chat dont je n'ai pas forcément pu parler, mais c'est l'être qui va vraiment, pour le coup, les rapprocher. Et qu'ils auraient voulu, mais qui va lui-même mourir, mais qu'ils auraient voulu emporter avec eux à Paris, comme une sorte de souvenir du confinement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. Dis-moi, on a une question d'Anissa qui te demande quel est le rapport au lâcher-prise dans les confinements littéraires de Huysmans? Alors là, c'est une question peut-être plus délicate. Je pense que ça se joue surtout dans Rad, et c'est ce qui a beaucoup plu aux surréalistes à l'époque. C'est que la grande originalité, c'est que dans 3 chapitres entiers, 3 chapitres sont uniquement consacrés aux rêves, mais aux rêves vraiment du personnage. Et l'écriture est faite de telle sorte qu'on ne sait plus forcément à un moment si le personnage rêve ou à quel moment est-ce que on nous décrit ce qu'il voit ou à quel moment on est dans son rêve. Et alors là, ça a donné du grain à moudre à la psychanalyse parce que ce rêve est bourré de symboles et le personnage lui-même essaie d'interpréter des symboles, parfois dans un sens d'ailleurs assez proche finalement du sens psychanalytique. Mais pour le coup, ces rêves sont un vrai lâcher-prise parce que s'y révèle justement tout ce qu'il n'a pas forcément envie de voir ou ce qu'il ne peut pas voir tout simplement pendant le jour et qui va justement faire surface, notamment avec cette rêverie de la lune qui va à un moment identifier au corps de sa femme. Donc là, il y a une fusion complètement fantasmatique entre les deux, mais je pense que c'est particulièrement dans le rêve, oui, que là, il y a un moment de lâcher prise. Et peut-être que le confinement, cette période de vacances, c'est aussi une période où on peut prendre le temps, peut-être, de contempler aussi sa vie onirique, enfin de s'interroger sur sa vie onirique, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire dans la vie quotidienne. Merci beaucoup. Et peut-être une question un petit peu plus personnelle. Toi, Romain, qu'est-ce qui t'a donné envie d'étudier Huysmans? Qu'est-ce qui t'a parlé dans ses ouvrages? Alors, du coup, la transition est toute trouvée puisque moi, ce qui m'avait intéressé, c'était d'étudier l'invention, la formulation d'un inconscient, notamment dans ces personnages de Huysmans. Et alors, aussi bien dans le personnage d'Arrebourg, mais d'une manière peut-être un peu plus contrôlée, effectivement, alors que dans Rad, il y a justement ce lâcher-prise. Et de mon point de vue, c'est littéralement vraiment un des premiers récits qui va donner une telle place au rêve, mais pas pour isoler le rêve, pas pour dire que le rêve c'est complètement différent de la réalité, mais pour montrer en fait que le rêve, au contraire, comme disait Nerval, s'épanche dans la réalité et qu'en fait les rapports du rêve et de la réalité ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le penser. La ligne de fracture entre les deux n'est pas claire. Les rêves débordent sur la réalité et en retour, c'est de la réalité qui déborde quand on rêve. Et donc là, il y a une sorte de fluidité, d'élasticité de ce monde inconscient. Et c'est ce qui m'avait particulièrement intéressé dans ce roman en rade. Même si là, j'ai un petit peu plus mis du côté du confinement, qui est un autre aspect que j'avais pas forcément saisi de cette manière d'ailleurs à l'époque. Merci beaucoup, Romain. Ça me donne effectivement assez envie là de nous plonger dans ces ouvrages et de les découvrir plus en profondeur. Donc merci beaucoup de nous avoir fait découvrir l'univers d'Huysmans. C'était fascinant. Est-ce que peut-être avant de nous quitter, est-ce que tu aurais des dernières recommandations à faire à notre audience, peut-être des conseils de lecture, d'autres conseils de lecture en route peut-être, mais peut-être d'autres ouvrages également? Pourquoi pas? Alors, ce qui est de toute façon pratique avec Huysmans, c'est qu'il a beaucoup, une fois qu'il a trouvé son système de titres avec des propositions et des particules, il a continué justement, ce qui fait que chaque personnage, en un sens, continue la quête. Donc, vous pourrez la continuer tous avec lui. Donc, on va d'abord à rebours, ce qui fait qu'on fait demi-tour quelque part, mais pour refaire un nouvel itinéraire. On s'arrête en rade, mais on va repartir et effectivement, on va se mettre en route. Et ce sera en route vers un roman qui s'appellera ensuite alors l'Oblat, parce que donc c'est la situation qu'il va vivre. Mais chacun peut peut-être se faire son évolution également au fil des romans, que je vous incite dans ce cas-là peut-être plutôt à lire de manière chronologique, puisque c'est un véritable itinéraire qui va se mettre justement d'un roman à l'autre. Voilà. Génial. Merci énormément, Romain, d'avoir fait voyager aujourd'hui. Merci à toi. Et merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce live. Vous continuerez à retrouver cette vidéo sur notre page Facebook, mais aussi sur notre bibliothèque numérique, sur notre site internet www.bibliosansfrontières.org et www.bibliosansfrontières.be, ainsi que les références. Merci pour vos questions. Merci Romain de nous avoir guidés. Et merci à toutes celles et tous ceux qui nous suivent au cours de ces conférences et autour de ces lives matinaux. Merci aussi, je tenais à le dire, à ceux qui nous ont soutenus en nous faisant des dons, qui nous permettent justement de proposer des activités de ce type-là, mais aussi des activités au bénéfice des populations les plus vulnérables. Donc merci sincèrement à tous
de votre soutien à Bibliothèques sans frontières. Et si vous voulez continuer à nous aider, que ce soit en nous donnant des livres une fois sortis du confinement, ou que ce soit en nous faisant un don ou en devenant bénévole, retrouvez-nous sur notre site internet www.bibliosansfrontières.org. Merci beaucoup à tous. Encore merci Romain. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et nous nous retrouverons demain matin à 10h10, cette fois-ci avec l'équipe BSL Belgique qui nous parlera intelligence artificielle et apprentissage de la lecture. Bonne journée à tous et enfin, peut-être dernière petite annonce, nous continuons le partenariat avec l'École des Arts Joyers et vous retrouverez sur notre chaîne YouTube dès maintenant une nouvelle vidéo sur les matières précieuses de l'art déco. Et demain, j'animerai une conférence avec une historienne des bijoux, Inesita Gay-Ekel, qui viendra répondre à vos questions en direct. Donc rendez-vous demain et merci à toutes et à tous. Belle soirée. Au revoir.